Donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabelle Claire, que je remercie encore d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir rejointes à Grenoble. Donc Isabelle Claire est sociologue, directrice de recherche au CNRS et au sein de l'IRIS, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, et directrice également de la revue Les Cahiers du genre. Je m'y arrête un peu parce que presque exceptionnellement, le dernier numéro de la revue, c'est un varia, qui est composé de traductions qui, selon vos termes, manquaient jusque-là à la bibliothèque féministe francophone, dont celle d'un article de la sociologue australienne Raewyn Connell, intitulé « Les femmes trans et la pensée féministe », qui est initialement paru en 2012, et qui est présenté dans le numéro des Cahiers du genre par Emmanuel Bewassi, qu'on a reçu justement il y a tout juste un mois, pour faire le lien. Alors, comme lui et la plupart de nos intervenantes, je vais parler au féminin générique, on peut, dans le séminaire, Isabelle a choisi de prendre au sérieux l'objet du séminaire, qui s'intéresse au genre moins comme thématique de recherche ou objet d'étude, que comme outil d'enquête, ouvrant de nouveaux champs, et une nouvelle pratique de recherche, et qui invite donc à des présentations privilégiant une forme d'autoréflexivité sur son parcours de chercheuse en études de genre, y compris sous l'angle des rapports à l'institution, sur ses options méthodologiques ou encore sur ses questionnements épistémologiques, ce qui nous vaut souvent d'entendre des communications relativement inédites, qui ne font en tout cas pas que redoubler des ouvrages déjà publiés et dont nous pouvons entendre parler en dehors de l'espace académique. Comme l'annonce le résumé de son exposé, intitulé « Le corps en travers de la science », celui-ci va en effet porter sur les façons dont le corps du sujet de connaissance intervient dans l'élaboration de la recherche en sciences sociales, non seulement pendant l'enquête, mais aussi dans le choix des cadres théoriques de son analyse et dans l'espace académique de sa restitution. Il se nourrira de son travail de terrain mené au cours des 20 dernières années. Donc pour situer un peu, c'est depuis le scandale des tournantes jusqu'au mouvement MeToo en passant par le mariage pour tous. Un travail de terrain qui porte sur l'expérience de l'amour à la fin de l'adolescence, expérience qui passe elle-même essentiellement par la conjugalité ou le faire couple. Les premiers résultats de cette enquête avaient été partiellement restitués en 2008 dans Les jeunes et l'amour dans les cités, paru chez Armand Collin. L'ouvrage Les choses sérieuses, enquête sur les amours adolescentes, qui est paru en 2023 et au format poche là, plus récemment, l'été dernier. Donc cet ouvrage présente cette fois les résultats d'une comparaison ethnographique entre 3 terrains sociaux contrastés qui se sont succédés chronologiquement. Donc, aux cités d'habitat social de 2 villes situées en banlieue parisienne se sont ajoutées la campagne rurale de villages situés dans la Sarthe et ses alentours, puis la bourgeoisie urbaine dans 3 arrondissements de l'ouest de Paris. La lecture de cet ouvrage, foisonnant mais que j'ai trouvé accessible et d'une grande maniabilité pédagogique en particulier. Alors moi, je l'ai utilisé dans mon cours d'introduction aux études de genre pour illustrer le concept de performance de genre de Judith Butler. Mais il pourrait l'être, par exemple, pour illustrer celui d'appropriation, de Colette Guillaumin, ou encore, au niveau de la problématisation, celui d'intersectionnalité. La lecture de cet ouvrage a été pour moi profondément déroutante, en fait. En tant que chercheuse, motivée en partie par l'espoir d'une transformation des rapports de genre, mais aussi en tant que maman d'une petite fille que j'essaie d'éduquer féministement, pour reprendre une expression de la philosophe Vanina Motsiko-Nachi. L'ouvrage montre en effet que malgré certains changements dans l'amour et la sexualité étant considérée initialement comme un ensemble de pratiques, par rapport à celles qui avaient cours hier, perdure partout, je cite, un noyau normatif du genre qui sépare et hiérarchise filles et garçons dans les comportements, les pensées, les attentes sociales. Même si ce noyau normatif est affecté par d'autres systèmes normatifs, la religion, l'égalitarisme de l'école républicaine, la gay friendliness dans la bourgeoisie parisienne, la tolérance à l'homosexualité. Et même s'il est façonné également et affecté par d'autres rapports de pouvoir, de classe et de race, qui font varier les contraintes systémiques qu'il impose en laissant aux individus plus ou moins de marge de négociation, la transversalité et la constance des effets de ce noyau normatif du genre m'a laissé, je dois l'avouer, un sentiment de découragement. Spécialement au regard des stigmates respectifs de la pute et du PD, je mets évidemment les guillemets, qui pèsent respectivement sur toutes les filles et sur les garçons ne parvenant pas à incarner la masculinité hégémonique. Alors, je serais curieuse de savoir en fait ce que ton enquête a fait de ce point de vue, même si ce sera
sans doute pas au cœur de ton propos ce soir, mais voilà, qu'est-ce que ça t'a fait de cette constance, cette transversalité? Et je trouve moi, j'avais espoir que les choses avaient un peu plus progressé, je sais pas dire comme ça. Et donc, du coup, en tant que maman, je me dis, waouh, ça va être dur, quoi. Alors, directement en lien avec ton propos de ce soir, en revanche, donc Isabelle Claire a consacré de nombreux articles de réflexivité méthodologique à la situation et à la relation d'enquête. Une réflexivité orientée par les apports et les exigences des épistémologies féministes, qu'elle a notamment explicité dans ouvrez les guillemets, donc le féminisme du positionnement, héritage et perspectives contemporaines, coécrit avec Sarah Bracke et Maria Puig de la Bella Casa, paru au Cahier du genre en 2013. Et apports et exigences des épistémologies féministes que tu as aussi appliqué à la sociologie en particulier dans un article intitulé Faire du terrain en féministe, paru dans les Actes de la recherche en sciences sociales en 2016. Isabelle Claire s'est ainsi penchée sur le rôle que joue la sexualité dans la relation d'enquête, quand bien même la sexualité serait étrangère à l'objet de l'enquête lui-même, a priori. Par exemple, dans la sexualité dans la relation d'enquête, décryptage d'un tabou méthodologique, paru dans la Revue française de sociologie en 2016. Elle s'est également penchée, d'ailleurs, sur le choix non évident de la sexualité comme objet d'étude et sur ses enjeux pour conceptualiser le genre dans Pourquoi penser la sexualité pour penser le genre en sociologie, retour sur 40 ans de réticence, paru dans les Cahiers du genre également en 2013. Elle s'est également penchée sur la part du biographique ou de l'expérience personnelle dans le processus de connaissance. Dans Nos objets et nous-mêmes, connaissances biographiques et réflexivité méthodologique, paru en 2022 dans la revue Sociologie. On lui doit encore, mais je ne serai pas exhaustive, il y a vraiment beaucoup. Voilà, beaucoup de choses dont il serait intéressant de parler. Mais, donc je mentionne l'ouvrage Sociologie du genre, qui est paru en 2012 chez Armand Collin dans la collection 128, qui est en général bien connue des étudiants en sciences humaines, des étudiants et étudiantes en sciences humaines et sociales. C'est l'une des premières introductions françaises aux études de genre, en fait, et qui a été rééditée en 2023. Je mentionne également, coécrit avec Maxime Servul, l'important article « Lire entre les lignes, le féminisme matérialiste face au féminisme post-structuraliste », qui a introduit le numéro 4 de la défunte revue « Comment s'en sortir », numéro qui était dédié au matérialisme féministe, qui est paru en 2017. Et puis, plus récent, Isabelle Claire a co-dirigé avec Elsa Dorlin l'ouvrage collectif Photos de famille, pensée des vies intellectuelles d'un point de vue féministe, aux éditions de l'EHESS en 2022. Et c'est un ouvrage qui, en mêlant plusieurs registres discursifs, mobilise la famille, cible majeure de la critique féministe, comme outil d'analyse pour explorer la mémoire collective du féminisme français, les modalités de passage de relais d'une génération à l'autre, mais aussi les oublis qui participent de la production d'injustices épistémiques au sein d'une communauté de pensée désormais institutionnalisée. L'ouvrage m'a semblé prolonger la réflexion initiée par les philosophes Vinciane Desprez et Isabelle Stengers dans les faiseuses d'histoire que font les femmes à la pensée, avec une ambition tout à fait différente, mais... Je vais maintenant te laisser la parole pour environ 1 heure d'intervention, suivie comme habituellement d'un temps, voilà, une demi-heure, 3/4 d'heure, on verra, de questions et de discussions. Voilà. Bonne séance. J'ai l'habitude des micros sur le côté. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très contente d'être dans un amphi qui s'appelle André Michel. Alors ça dit pas forcément, je ne sais pas si on vous a fait l'explication de texte sur qui était André Michel, mais c'est une figure de la sociologie française, une des pionnières en fait de la recherche féministe. Mais alors ça se disait pas du tout comme ça à l'époque, hein, ça ne se disait pas. On ne disait pas que... Non, elle a travaillé un peu sur les femmes et elle a dit plus tard que ça intéressait pas beaucoup ses collègues de l'époque. Mais qu'un amphi s'appelle André Michel, c'est assez quand même... Il y a des choses qui bougent. Donc pour réagir tout de suite, donc tout ce que tu as dit, merci beaucoup, hein, c'était très flatteur par ailleurs. Mais donc dans ce livre, en effet, les choses sérieuses, je restitue, dont je vais pas beaucoup vous parler ce soir, un petit peu quand même. Donc j'ai mené cette enquête dont tu as parlé et
Et c'est sûr, enfin, plein de femmes en fait de ton âge et de ton emplacement dans l'espace social ont eu cette réaction. Alors c'est le cas, par exemple, le livre, il a eu une petite réception en dehors du monde académique. Enfin, c'est un peu l'idée hein, quand on fait un livre, c'est qu'on touche un peu au-delà. Et donc ça, il a intéressé surtout des femmes de la presse de gauche, pour aller vite, parce que ça parle d'amour et puis parce que ça parle d'amour sous l'angle du genre. Donc ça fait quand même une mauvaise raison et une bonne raison pour laquelle c'est plutôt des femmes qui m'ont interrogée sur ce livre. Et donc à chaque fois, ça commençait par mais quand même c'est hyper déprimant. Et donc on croyait que tout le monde était non-binaire, déconstruit. Les journalistes, si. Les chercheurs de sciences sociales, non. Les journalistes, si. Et en tout cas, voilà, se mêler dans leurs propos à la fois bah oui, une espèce de déception. Alors de toute façon, les sciences sociales sont déceptives. Hein. C'est un peu leur fond de commerce. C'est pas agréable, mais en général, une fois qu'on sort de son point de vue ou qu'on sort de son rapport politisé au monde ou de son rapport subjectif au monde, très travaillé notamment par les sciences sociales critiques, en fait, on a des espoirs, on lutte pour plein de choses. Il y a des avancées. Il y a un amphi André Michel à la MSH à Alpes. Il y a un séminaire qui s'appelle Enquêter, je sais plus, sur et avec le genre. Enfin voilà, tout ça, tous les gens qui sont dans cette salle, il y a ne serait-ce que 20 ans. Donc moi, la période où j'avais à peu près le même âge que la majorité d'entre vous, on lisait sous le manteau des livres, on ne savait pas lesquels il fallait lire, dans quel ordre. Donc moi, par exemple, j'ai tout lu dans le désordre. C'est pour ça que j'ai fait ce manuel, pour faire gagner du temps, pour faire au moins gagner le temps que moi, j'avais tellement perdu à comprendre que le féminisme matérialiste français, ça n'avait rien à voir avec le marxisme américain et que Judith Butler, c'était incompatible avec Colette Guillaumin, alors que moi, quand je lisais les deux, je me disais, waouh, j'avais l'impression que tout devenait lumineux. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont avancé, en fait, et notamment dans l'espace académique, mais il y a aussi plein de choses qui n'avancent pas, voire qui, là, sont en train de sérieusement reculer. Hein. Je ne veux pas en rajouter sur la déception du fait que beaucoup de choses, en fait, persistent dans tout l'espace social, y compris dans la bourgeoisie culturelle, qui était donc mon dernier terrain. Alors avec, bien sûr, des tensions, en fait. C'est pour ça que je parle de noyau normatif du genre. C'est qu'à la fois, il y a ce noyau qui persiste et puis il est mis en tension par l'égalitarisme de l'école. Il est mis en tension par la gay friendliness dans certains espaces dans certains segments de l'espace social. Il est mis en tension par MeToo et donc par le regain du féminisme qui, quand même, pendant longtemps est resté un peu bas, y compris pendant tout le débat sur le Pacs et le mariage pour tous. C'était finalement pas la voix féministe qui était la plus fortement entendue. Donc voilà, il y a des tensions. Tout ne va pas de soi, mais il y a aussi les monothéismes religieux qui restent quand même des très grands alliés de ce noyau normatif du genre, et puis beaucoup d'autres raisons, et notamment beaucoup d'intérêts, et notamment beaucoup d'intérêts de beaucoup d'hommes cis à ce que ça ne bouge pas. Beaucoup de gens, en fait, qui ont intérêt à ce que ça ne bouge pas, ou pas beaucoup, ou à certaines conditions. Il y a des intérêts de classe, il y a des intérêts de race, voilà. Donc moi, je pense que ça m'a rien fait, au sens où, comme ça a duré 20 ans et que en fait, je vois plus ça. Et ça m'a surprise, en fait, qu'on soit surpris. Donc c'est très bien, c'est très intéressant quand on reçoit, en fait, un retour sur son propre travail quand on est dedans. Et je le dis aussi pour les étudiantes qui sont dans la salle. Quand on est dans un sujet, on finit toujours par perdre un peu une distance, en fait, par rapport au sujet, quand bien même on est réflexive, quand bien même on bouquine plein de choses, on essaie d'aller voir des gens très très différents, de discuter de plein de sujets différents.
au bout d'un moment, on perd un peu ce qui est le sens commun en fait sur le sujet sur lequel on travaille, et c'est une des raisons pour lesquelles la réflexivité, donc là je commence à entrer dans l'exposé de ce soir, donc dans lequel je ne vais pas tellement parler de cette enquête, mais par contre tout ce que je vais vous dire est lié à ce travail d'enquête. Donc je vais avoir un propos parfois un peu théorique ou abstrait, mais pas trop, vous inquiétez pas, où je vais essayer. Et en tout cas, tout ce que je dis est lié à du travail empirique. C'est pas, voilà, je vais pas vous faire une dissertation de théorie féministe. Je vais plutôt essayer de vous montrer en quoi la théorie féministe ou les apports de la recherche féministe permettent en fait d'aller plus loin que d'autres épistémologies, donc d'autres courants de pensée, d'autres façons d'appréhender le monde social, justement pour être plus réflexif, pour se voir mieux en train de faire de la recherche, en train de penser des choses et de mal les penser parfois, ou d'oublier de les penser. Voilà, donc ça va être un peu le sujet de ce soir. Et en fait, j'ai proposé pour la séance de centrer sur la question du corps, des corps. Du coup, ça ne va pas être seulement les apports de la théorie féministe pour penser l'enquête de terrain ou l'enquête en sciences sociales. Je vais le prendre dans un angle bien particulier, mais qui est en fait un angle très transversal qui permet de dérouler plein de choses. Les corps, d'une manière générale, sont inévitablement présents dans toute réflexion méthodologique portant sur des questions de réflexivité, parce que les corps portent la marque des rapports sociaux. Donc ça, c'est une expression qu'on doit à Colette Guillaumin, une de mes références tutélaires, donc à laquelle je reprends aussi beaucoup le concept d'appropriation. Donc Colette Guillaumin, c'était une sociologue dans les années 70 qui a d'abord beaucoup travaillé sur la race, puis sur ce qu'elle appelait le sexage, pas encore le genre. Et quand elle a toute une réflexion sur la question du système des marques, c'est-à-dire le fait que les corps portent et servent de justification aux rapports sociaux, et en particulier aux rapports sociaux de sexe, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, et aux rapports sociaux de race. Parce que le corps justifie les différences corporelles, qu'elles soient anatomiques, en fait justifie le rapport social, la symétrie, la domination, en créant des différences, en justifiant des différences, et donc aussi des hiérarchies. Donc les corps sont évidemment, prendre la question du corps pour comprendre le rapport social, c'est quelque chose de très important, et c'est important aussi d'un point de vue méthodologique, parce que les corps ne sont pas seulement des marques, des signes, quelque chose qu'on peut lire de l'extérieur de manière sociale. Les corps sont aussi dépositaires de socialisation passée, de façon dont on a intériorisé le social, qui détermine les façons dont on se comporte, qui détermine ce que Marcel Mauss, donc un anthropologue d'il y a encore plus longtemps, alors lui le genre, non, hein, mais il a quand même dit des trucs intéressants, et notamment il a dit plein de choses sur les techniques du corps et sur le fait que plein de choses qu'on fait au quotidien sans même y penser sont des choses en fait qu'on intériorise progressivement, et c'est pas juste des choses qu'on intériorise par la pensée, c'est des choses que le corps intègre, par exemple pour certaines femmes de marcher avec des talons hauts, de courir, de pouvoir même courir, alors ça les entrave quand même, hein, ça sert quand même un peu à ça, mais d'arriver à faire des trucs que des gens qui n'ont jamais marché avec des talons hauts ne peuvent absolument pas faire. Je prends l'exemple des talons hauts, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais pour dire que voilà, on intériorise des techniques corporelles, et ces techniques corporelles et d'autres choses sont des témoignages de tout ce qu'on a intégré parce qu'on a l'apparence que l'on a, et aussi les capacités physiques ou incapacités physiques que l'on a, et que tout ça nous détermine fortement, et tout ça en fait a des effets sur les gens sur qui on enquête, et puis aussi sur nous-mêmes lorsqu'on enquête. D'une manière générale, le corps joue un rôle primordial dans le travail de recherche en sciences sociales.
alors même que notre ethos professionnel qu'on apprend dès qu'on est en formation en fait dans ces filières-là et d'une manière générale dans le travail scientifique, notre ethos professionnel scientifique a tendance à nous faire oublier que nous avons un corps. Et il y a même tout un processus au long de l'apprentissage puis de la carrière qui consiste à oublier ou à faire croire qu'on n'a pas de corps, y compris dans la longueur des colloques, sans pause, on a un problème avec le corps d'une manière générale. Or, on a bien un corps. Ça, vous n'aviez pas besoin de moi pour le découvrir. Mais ce qui est intéressant, c'est de déplier, en fait, qu'est-ce que ça a comme implication d'avoir un corps quand on fait ce travail-là. Donc, c'est un corps, nos corps, hein, à tous ici, c'est un corps qui a des besoins matériels et qui s'expose à des risques. C'est un corps donc qui nous situe aux yeux des autres à des endroits bien précis de l'espace social et qui les fait agir en conséquence. Et puis c'est un corps qui est un outil de travail aussi, qui nous permet de nous déplacer, d'observer. Donc quand moi je fais de l'ethnographie, hein, donc l'observation c'est quand même vachement important. Me déplacer aussi. C'est un outil de travail qui nous permet d'entendre, mais c'est aussi un outil limité, puisque nos capacités physiques sont inévitablement limitées et plus ou moins limitées selon les gens. De même que sont limitées nos perceptions, c'est-à-dire la façon dont on sent le monde autour de nous, qui sont en grande partie déterminées par notre expérience du monde social. Et donc, ces limitations ont des effets sur ce qu'on est capable de comprendre du monde social quand on enquête à son sujet. Donc, c'est avec notre corps que nous enquêtons et que nous pensons. Je vais revenir sur ce distinguo, sur d'autres corps qui sont également des signes de position et d'expérience sociale, et puis un moyen en fait pour nous d'accéder à l'expérience d'autrui. Bref, ça c'est un résumé, je vais déplier tout ça évidemment, mais c'est pour toutes ces raisons-là que me semble importante l'analyse réflexive des enjeux corporels de l'enquête pour comprendre ce qu'on fait quand on fait de l'enquête, et puis aussi pour comprendre et pour rendre compte sur nos façons de faire, de rendre des comptes aussi sur nos façons de nous comporter à la fois sur le terrain et dans nos écrits. Alors la théorie féministe est particulièrement utile pour réfléchir au rôle et aux limites du corps dans le travail d'enquête parce que d'abord, le genre, qui est quand même le concept central de cette théorie, est un rapport social dont la justification de sens commun, c'est-à-dire ce que pensent les gens de ce que c'est un homme, une femme, tout ça, le masculin, le féminin. Les justifications des hiérarchies de genre sont particulièrement ancrées dans la naturalisation du corps, plus encore que le rapport de classe. Le genre, c'est systématiquement justifié à la fois par des différences anatomiques, réelles ou supposées, par l'idée de la complémentarité des sexes dans la procréation. Voilà, donc le genre encore plus que la classe. La classe aussi il y a des effets de naturalisation, c'est un des ressorts du rapport de classe, mais pour le genre comme pour la race, c'est vraiment le corps qui est le pivot central de justification de leur existence, et donc que ces choses-là sont normales, naturelles et donc inévitables, contre lesquelles on ne peut pas aller, et qui sont évidemment les raisons pour lesquelles ce noyau du genre persiste bien. Ça, c'est une première raison. Une autre raison pour laquelle la théorie féministe est utile pour réfléchir aux enjeux corporels du travail d'enquête, c'est parce qu'elle thématise, comme aucune autre épistémologie de sciences sociales, le rapport entre l'expérience vécue du sujet de connaissance, donc les gens qui font les enquêtes, qui construisent, qui produisent du savoir scientifique sur le monde social, et l'expérience vécue des objets de connaissance, donc les gens sur lesquels on enquête, à propos desquels on enquête. Parce qu'elle vient de là en fait. La théorie féministe, elle vient d'abord de la conscience féministe, de la lutte féministe, elle vient des groupes de parole, elle vient de l'idée qu'on réfléchit à partir de soi. Donc quand on fait de l'enquête en sciences sociales, évidemment il ne s'agit pas juste de se raconter soi-même et de dire voilà, alors ce matin j'ai fait ci, je pense ça parce que je suis une femme. Non, donc l'idée c'est pas de produire des savoirs autobiographiques et de juste raconter sa vie, enfin juste raconter sa vie,
raconter sa vie, c'est pas forcément simple. Mais par contre, il y a cette idée qu'on ne pense d'abord que à partir de soi. Enfin, on part de là, y compris si on lit des bouquins, y compris si on rencontre des gens. On part d'abord de sa propre expérience, et qu'en fait, partir de sa propre expérience, ça n'est pas qu'un problème. Le problème, c'est si on dit qu'on fait des sciences sociales pour finalement ne se raconter que soi-même. Là, il y a quand même il y a un malentendu dans ce qu'on est en train de faire. Par contre, se dire qu'on peut se mettre soi-même complètement à distance, ou qu'on doit se considérer soi-même, sa propre expérience et ses limites corporelles que comme des biais, que comme des problèmes, c'est un problème pour la théorie féministe. C'est un problème parce qu'en fait, ça n'est pas possible. Donc, je reviendrai aussi sur tout ça, mais c'est une autre des raisons pour lesquelles la théorie féministe est particulièrement utile pour comprendre en quoi le corps, quand bien même on essaie de faire des différences entre l'œil qui observe sur le terrain et puis le point de vue scientifique qui serait en dehors de tout corps et qui pourrait mettre le corps à distance, ce qu'essaie de nous faire comprendre, ce qu'on comprend grâce à la théorie féministe, c'est que non, en fait, on est toujours dans le même corps quand on enquête, quand on lit, quand on écrit, quand on réfléchit, et que ça fait quelque chose, en fait, et qu'on ne peut pas s'abstraire de son corps. Enfin, la théorie féministe est utile pour penser aux enjeux corporels d'un point de vue méthodologique, parce que elle est liée à une pratique féministe importée dans les pratiques de recherche, qui pousse à une vigilance à l'égard des conditions matérielles et des leurs corporelles du travail de recherche, jusqu'à les inclure dans la réflexion méthodologique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très différent de plein d'autres épistémologies des sciences sociales, c'est-à-dire de considérer, de faire rentrer en fait dans la méthodologie des questions qui pour d'autres n'ont rien à voir avec la méthodologie. Et par exemple, moi, une des choses dont je vais vous parler, c'est des risques sexuels sur le terrain. Et ça, les risques sexuels sur le terrain, c'est quelque chose qui relève d'autre chose que des sciences sociales pour énormément de collègues. Pour des chercheuses féministes, non. Les risques sexuels sur le terrain, ça fait partie du travail de terrain. Et donc, ça doit faire partie de la réflexion méthodologique, et ça doit faire partie de la façon dont on rend compte d'une enquête de terrain. Voilà, là je vous ai fait vraiment une espèce de résumé hyper, je vais déplier tout ça, je vais essayer de pointer en fait les questions corporelles que l'enquête de terrain sur et avec le genre engendre, en particulier donc pour réfléchir aux façons dont le corps du sujet de connaissance, donc nous, intervient dans l'élaboration de la recherche en sciences sociales, non seulement sur le terrain, ça ce sera mon premier point, mais aussi dans le choix de ces cadres théoriques. On a un corps aussi quand on choisit de travailler sur le genre, ou surtout pas avec le genre. Et puis, il y a aussi des enjeux corporels qui ont à voir avec l'espace académique. Donc, j'aborderai ces 3 points successivement. D'abord pendant l'enquête sur le terrain, ensuite dans les choix théoriques que l'on fait, et enfin dans la façon dont on restitue son enquête dans des rapports de pouvoir à l'intérieur de l'espace académique, où là encore, le corps des chercheurs, pourtant dénié à plein de moments de la vie professionnelle, est pourtant très présent et joue un rôle très important dans la façon dont on considère que tel corps est légitime à parler sur tel sujet ou pas, dont on doit se méfier, etc. Alors, je vais commencer par le terrain, c'est le plus facile, hein, le plus facile, ça va le plus de soi, évidemment. C'est pas facile en vrai, hein, parce qu'après, écrire sur le corps, vous verrez, c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est facile de comprendre qu'on fait du terrain avec un corps, qu'on va voir des gens qui ont un corps, ça c'est bon, hein. Tous les sociologues sont d'accord avec ça. Après, non, ils ont plus de désaccords pour la suite, mais ça dépend lesquels. Mais en tout cas, voilà, quand on fait de l'enquête de terrain, évidemment, on y va avec ce qu'on a l'air d'être et ce qu'on est en partie. Et avec tout ça, on est interprété. Les gens sur qui on enquêtent aussi sur nous, pour se dire, parce qu'on fait ça en permanence, hein, dans la vie sociale. Et alors, a fortiori, quand on a une demande, comme l'est la demande d'enquête, qui est une demande complètement bizarre, en fait, hein, qui quand même correspond pas à grand-chose de la vie ordinaire, ben, on essaie, et les gens en face de nous font pareil, de savoir, mais qui est-ce que j'ai en face de moi, pour adapter leur comportement en fonction de ce qu'ils pensent que la personne est, a l'air d'être, etc. Et puis en fait, quand soi-même on enquête sur un terrain, surtout quand on est sur un terrain qu'on ne connaît pas, qui n'est pas familier, ben on fait exactement la même chose. On essaie et on se dit, il faut comprendre vite, hein, parce qu'il ne faut pas commettre trop d'impairs si on veut arriver à faire l'enquête, si on veut ne pas se faire jeter du terrain, etc. Donc voilà, ce travail-là d'évaluation, de perception et d'appuyer notre propre compréhension du monde social dans lequel on est, de des interactions
interactions dans lesquelles on est plongé, évidemment, se fondent en grande partie sur les corps, leur apparence, leur façon, leur mise en scène, la voix des gens, etc. Et donc revenir là-dessus et être capable d'en parler ensuite dans le compte-rendu d'enquête, c'est très important parce que ça dit des choses importantes sur la façon dont se nouent les relations au début, sur la façon dont les gens vont accepter de nous parler ou au contraire nous éviter, mais aussi sur la façon dont nous allons éviter certaines situations, dont certaines personnes vont nous répugner, on va pas vouloir aller les voir, alors même que ça pourrait être hyper intéressant. Au nom de la science, on devrait arriver à voir tout le monde, à aller partout, à n'importe quelle heure de la nuit, du jour, etc. Et en fait, non, c'est pas ça qui se passe. Et pourquoi ? Parce que justement, nous avons des corps qui nous limitent de diverses façons, qui sont pas d'ailleurs que des questions de capacité. Une des choses qui nous limite et sur lesquelles on parle très très peu dans les comptes rendus d'enquête, c'est la question des risques. Et donc, moi, j'ai particulièrement travaillé sur la question du risque sexuel, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel il y a très très peu de choses dans la littérature, y compris quand on sort des sciences sociales françaises, y compris quand on sort de la sociologie, y compris en anthropologie, pour laquelle pourtant une discipline dans laquelle la sexualité est un sujet beaucoup moins tabou. À l'intérieur des sciences sociales, il y a quand même des différences. Les sociologues sont particulièrement rétifs, enfin le sont moins maintenant parce qu'il y a du changement social quand même. Mais les sociologues, la sexualité, c'est compliqué. Les anthropologues, c'est moins compliqué, mais ils ont eu quelques traumatismes disciplinaires, quand notamment le journal de terrain d'une des stars du chant d'il y a assez longtemps est sorti et qu'on a découvert qu'il couchait avec les femmes indigènes et que voilà. Donc il y a eu en fait, mais il y a eu un séisme qui allait avec le séisme colonial, de la prise de conscience coloniale de la discipline anthropologique, qui a eu des effets de réflexivité collective où on s'est dit mais quand même, il se passe des choses en fait. Ces grands anthropologues qui vont sur le terrain auprès de populations colonisées, qui couchent avec certaines des femmes de leur terrain, qui par ailleurs vont sur le terrain avec leurs propres épouses, qui relisent leurs travaux, etc. Bon, en fait, il y a du corps, il y a de la sexualité, il se passe des choses. Donc il y a eu des prises de conscience quand même. Mais sur la question des risques sexuels sur le terrain, à proprement parler, donc cette fois-là, pas tellement, il y a des hommes qui peuvent courir des risques sexuels sur le terrain, mais celles qui en courent le plus quand même, ça reste les jeunes femmes. Et c'est pour ça aussi que ça me paraissait très important d'écrire sur ce sujet et de montrer en quoi avoir une perspective féministe sur les questions de méthodologiques permettait en fait d'aborder ce genre de questions et pour se dire que en fait il se passe des choses spécifiques sur le terrain, à la fois des choses qui sont complètement qui se passent là comme elles se passent n'importe où ailleurs. Or, les risques sexuels sont n'importe où dans l'espace social, mais qu'en plus, l'enquête de terrain, parce que c'est quelque chose d'un peu bizarre pour plein de gens, ça peut encore plus renforcer les risques sexuels. Et il me semble, et je suis pas la seule à le penser du tout, mais quand j'ai écrit ce papier, quand j'ai publié ce papier en 2016 sur le tabou méthodologique des enjeux sexuels dans la relation d'enquête en sociologie, il me semblait que c'était important et que pour le coup ça faisait partie de ce qu'on doit faire quand on est féministe, c'est de faire une espèce de travail de prévention et de dire ça doit être dans la formation. Et donc je l'ai fait pas seulement sous forme d'un petit... j'ai pas fait un fascicule de prévention pour dire attention, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi en fait il y avait des risques sexuels particuliers en fait dans ce contexte de la relation, dans la relation d'enquête. J'ai proposé de considérer la relation d'enquête comme un contexte en fait particulier qui favorise l'érotisation des échanges. L'enquête de terrain, c'est quelque chose qu'on imagine quand on réfléchit, quand on écrit son projet de recherche avant la réalisation évidemment de l'enquête. On y pense en amont et l'enquête, elle est même modélisée dans des manuels sur l'enquête et elle est faite d'un ensemble de séquences. Il y a une façon de faire. On entre sur le terrain, on rencontre les gens, on essaie de nouer des relations avec eux, puis ensuite on essaie de faire des entretiens avec eux et puis ensuite on sort du terrain. Bon, il y a toute comme ça un récit de ce que doit être une bonne enquête de terrain. Et en fait, c'est une relation
qui est scripté, c'est-à-dire qui est très séquencé, qui est enseigné de cette façon-là dans les formations en sciences sociales. Et donc ça résonne beaucoup, c'est une relation que j'ai passée en fait au crible d'une théorie de sociologie de la sexualité qui s'appelle une vieille théorie, elle aussi, j'aime beaucoup les vieilles théories. Qui s'appelle la théorie des scripts sexuels. Donc, c'est une théorie de John Gagnon et William Simon. C'est une théorie qui a émergé dans les années 60-70, qui a vraiment été formulée dans les années 90, qui a été traduite en France au début des années 2000. Et donc, je ne vais pas vous faire un cours sur les scripts sexuels, mais en gros, c'est une théorie qui permet de comprendre la rencontre sexuelle, comment ça se fait, avec un ordre en fait de séquences et avec l'idée que voilà, on arrive dans une rencontre sexuelle, on agit en fait en fonction de 3 scripts. Il y a le script collectif, le scénario culturel qui fait que dans une société donnée, à un moment historique donné, une rencontre sexuelle convenable, ça se passe comme ci, comme ça. Donc c'est les conventions sociales, c'est le scénario culturel de la rencontre sexuelle. Et ça, c'est très variable selon les époques, etc. Ensuite, il y a un niveau de script qui, lui, est interpersonnel, c'est-à-dire le moment entre 2 personnes. Le plus souvent, c'est entre 2 personnes, mais pas forcément, évidemment. Entre 2 personnes, il se passe quelque chose dans l'interaction. Et là aussi, il y a énormément de conventions sociales. Donc, ce que je montre dans le livre, c'est toujours le cas pour les ados actuels. C'est le garçon qui doit faire le premier pas et la fille qui doit répondre. Enfin voilà, il y a plein de conventions sociales qui organisent l'interaction. Et donc quand l'interaction a lieu, parfois le garçon il n'arrive pas à faire le premier pas. Et puis parfois, il se passe d'autres trucs en fait. Et ces trucs-là, ça a des conséquences parce que socialement c'est plus ou moins convenable, c'est plus ou moins, etc. Et puis il y a un 3e niveau de script qui s'appelle le script intrapsychique. Et là, c'est plutôt, on arrive dans la rencontre sexuelle avec sa propre histoire sexuelle, et donc là il y a du social, puis il n'y a pas que du social, il y a du traumatisme psychique éventuellement, en tout cas il y a une histoire personnelle. Bon voilà, là je vous ai finalement fait un cours sur la théorie du script sexuel, alors que j'en avais pas complètement besoin, mais bon, comme ça c'est le côté comme ça vous savez tout. Mais en tout cas, ce qui m'a semblé intéressant avec cette théorie-là pour comprendre les enjeux sexuels dans les relations d'enquête, c'est que la relation d'enquête, en fait, peut être interprétée par certaines personnes sur le terrain comme une relation qui a une visée sexuelle. Et qu'il y a, j'ai parlé de scripts sexuels cachés dans la relation d'enquête, du fait que, tout d'abord, la relation d'enquête repose en général sur le fait qu'un homme ou une femme adresse à un autre homme ou une autre femme une demande de relation particulière. C'est une demande qui est souvent insistante et qui, pour être acceptée, conduit généralement l'enquêteur ou l'enquêtrice à se faire séduisant, à être valorisant, évidemment à pas juger, etc. Enfin, il y a une entreprise de séduction d'une certaine façon, y compris si pour la personne qui enquête, il n'y a aucune visée sexuelle, aucune volonté de séduire. Mais par contre, ça peut être interprété comme ça parce que c'est tellement bizarre comme demande. Et puis la rencontre qui inaugure la relation d'enquête, particulièrement quand elle est ethnographique, mais à vrai dire, ça joue aussi dans les relations d'enquête qui se font par entretien et éventuellement aussi quand on passe des questionnaires en face à face avec les gens. Ça se déroule souvent dans un espace dont les normes sexuelles sont connues des protagonistes, des gens qu'on rencontre sur le terrain. Parfois moins des gens qui font l'enquête quand c'est pas un univers qui leur est familier. Donc plein de malentendus peuvent naître en fait de cet écart-là, plein de maladresses peuvent être commises. Et si c'est un lieu d'interconnaissance dense, un village, un quartier, un service dans une entreprise, l'idée que notamment si c'est un homme et une femme, forcément qu'il y a un truc entre les deux, et donc ça nourrit aussi des choses. Donc, quand on fait une enquête ethnographique et qu'on est notamment une jeune femme et qu'on se retrouve à demander des relations privilégiées, des entretiens à l'écart du groupe, et que ça commence à jaser et que la personne qu'on a en face de soi commence à se dire mais en fait qu'est-ce qu'elle veut, mais en fait elle veut quelque chose, puis une femme qui veut quelque chose, mais en fait il y a son corps qui sert de transaction, voilà. Donc il se passe des choses et les gens ne se le disent pas forcément comme ça. La sexualité, notamment l'agression sexuelle, ça peut être aussi une façon, si on a très envie de répondre à cette personne et surtout si on veut obtenir des choses d'elle, on peut aussi ne pas du tout avoir envie d'entendre parler d'elle, et une façon de mettre en particulier des jeunes femmes à distance, c'est de les agresser sexuellement. C'est une façon aussi de virer les gens du terrain, donc c'est une défense.
France, parce que de fait, le dispositif d'enquête de terrain est aussi un dispositif de pouvoir. On va voir des gens qui nous ont rien demandé. On n'est pas psy, on vient pas soigner des gens qui ont envie d'être soignés. On arrive juste chez des gens qui, bon, juste pour notre désir de savoir, notre désir de connaissance. Donc il y a du pouvoir dans cette relation-là. Et donc on instaure un rapport de force qui se passe plus ou moins bien. Parfois il y a des gens qui ont très envie qu'on vienne les interroger, raconter leur vie, être réparés, se mettre en scène, puis parfois ils n'ont pas du tout envie et donc ils mettent en place des stratégies de résistance, etc. Et ben dans ce rapport de force-là et dans l'interprétation que les gens peuvent faire de la demande qui leur est faite, la sexualité peut jouer un rôle. C'est pas systématique, c'est pas, mais en tout cas il y a quelque chose dans cette demande-là qui mime en fait la rencontre sexuelle, alors même qu'elle est rarement quand même l'objectif de la personne qui mène l'enquête, et alors même que cette dimension-là n'est jamais enseignée, ou en tout cas elle l'est un peu maintenant, mais très rarement enseignée dans les formations à l'enquête en sciences sociales, alors même que quand on forme les gens, c'est typiquement les gens qui sont en possibilité de devenir des cibles de risques de cette nature-là. Donc on ne dit pas aux gens qu'il faut faire, et notamment aux jeunes femmes, mais je concentre sur les jeunes femmes parce que c'est elles qui sont les principales cibles, on le sait, je ne vais pas vous faire la démonstration. Elles sont évidemment pas les seules, et donc selon les contextes et selon les corps des gens, mais en tout cas les jeunes particulièrement sont concernés, on devrait pouvoir dire, voilà, quand tu travailles sur tel terrain, avec tel type d'interlocuteur, éventuellement, si tu fais un entretien, c'est pas le soir chez les gens, ou alors tu donnes ton numéro, tu préviens quelqu'un. Enfin voilà, il y a des techniques en fait pour mettre en place, pour faire de la prévention des risques. Mais ce qui m'intéressait en écrivant cet article, c'était bien sûr de jouer ce rôle de prévention, de donner, d'alerter en fait sur cette réalité dont je pense qu'elle est massive. Et depuis que j'ai publié le papier, je le sais d'autant plus parce que ça a créé une sorte de guichet en fait. Enfin, les gens qui ont des problèmes sexuels sur le terrain m'écrivent parce que souvent ils ne peuvent pas en parler à leur direction de thèse, à leur direction de master. Alors il y a des gens qui en parlent de plus en plus parce que là aussi il y a du changement, mais néanmoins ça reste quelque chose de très limité. Donc ce qui m'intéressait c'était ça, mais c'était aussi parce que du point de vue de la réflexivité, en fait, du fait qu'il y a un tabou là-dessus, que notamment les jeunes femmes particulièrement ont un intérêt à ne pas dire ce qui s'est passé parce que ça les réduit justement à leur corps, à des corps désirables, à des corps agressables, et pas à des professionnels, à des bonnes étudiantes, à des bonnes chercheuses, à des bonnes scientifiques. Donc le tabou fonctionne à tous les étages, c'est-à-dire on n'en parle pas dans la direction de travail, on n'en parle pas ou très difficilement quand on en est soi-même victime parce que c'est discréditant en fait sur le plan universitaire. Mais ça pose aussi des problèmes en fait de réflexivité méthodologique, pas seulement de prévention des risques. Ça veut dire aussi que dans la description de ce qui s'est réellement passé sur le terrain, il y a une boîte noire. Il y en a plusieurs, c'est pas la seule, mais il y a une boîte noire. Et cette boîte noire est institutionnalisée et n'est pas dite, puisque c'est un silence, et elle est institutionnalisée alors même qu'il peut se passer plein de choses dans ces échanges sexuels qui ne sont pas que violents. Il y a plein de façons Il y a plein de façons avec lesquelles la sexualité circule, sans d'ailleurs aller forcément jusqu'à la pratique sexuelle, mais circule dans des relations sur des terrains. Et ça peut être hyper révélateur, en fait, de plein de choses qui ont très fortement à voir avec le sujet de la recherche. Et donc, faire un tabou là-dessus et ne pas en parler, c'est pas seulement un problème de risque, et c'est aussi un problème de réalité, en fait, et c'est un manque, en fait, dans la restitution de ce qui s'est parfois réellement passé. Je vais finir avec ce premier point sur le terrain. Je vais mentionner, parce qu'en plus elle est dans la salle, le travail qu'a fait Lou Roquet, donc qui est ici, qui a co-signé la traduction, donc justement dans le dernier numéro des Cahiers du genre, qui est un numéro fait de traduction. On a publié un texte qui est très très important, qui s'appelait au départ Rape in the Field, et donc viol sur le terrain, qui est un des rares textes qui décrit un viol sur le terrain. C'est un texte pas facile à lire, je vous le dis, mais on a fait une introduction avec Lou pour expliquer les enjeux du texte et aussi pour faire un petit trigger warning sur les effets qu'il peut faire. Mais c'est un texte très très important qui a été publié au début des années 90 de manière anonyme dans un livre
d'anthropologie états-unienne par Eva Moreno, qui était un pseudonyme pour Gunilla Bjeren, une anthropologue suédoise. Et je vous recommande la lecture de ce texte qui est d'utilité publique et qui nous manquait, pour reprendre les mots de Lou justement à propos de ce texte. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sortent là-dessus, y compris en France. Il y a eu quelques textes, mais pas beaucoup, hein, quelques textes qui font des descriptions de violences sexuelles sur le terrain. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est sur la façon dont le corps, et là c'est un tout petit peu moins évident, agit sur nos choix théoriques. C'est-à-dire, l'idée c'est d'aller un peu à l'encontre tout ce que j'ai pu dire dans mon premier point sur le terrain. Donc sur la sexualité, il y a eu assez peu de choses dans les sciences sociales des 30-40 dernières années. Par contre, sur la réflexivité d'une manière plus générale, il y a tout un courant qu'on appelle de réflexivité méthodologique, notamment du fait de l'importation de la méthode ethnographique en sociologie, parce que malgré tout, les anthropologues ont eu quelques angles morts sur le colonial d'un côté et sur la sexualité coloniale de l'autre. Mais quand même, comme l'ethnographie, c'est leur truc, et qu'ils ont une pratique depuis très très longtemps, ils ont quand même une conscience plus forte que les sociologues, par exemple, pour reprendre ces deux disciplines, de la réflexivité, de la nécessité de décrire l'enquête, etc. Ça, ils savent mieux faire depuis plus longtemps. Et donc, quand l'ethnographie, qui n'était pas une méthode sociologique de prédilection, hein, pendant très longtemps en France, aux États-Unis, il y a une école plus ancienne d'usage de l'ethnographie dans l'enquête sociologique, mais en France, c'est plus récent. Et vraiment, c'est le tournant, c'est les années 1990. Bon, ça commence à être vieux, hein, mais quand même, à l'échelle de l'histoire de la discipline, c'est pas si vieux que ça. Et en tout cas, avec l'introduction de l'ethnographie comme discipline importante pour la démarche sociologique, tout ce qui a accompagné la prise en compte de la subjectivité des enquêteuristes, les effets de réflexivité, etc., de la relation d'enquête, c'est quand même quelque chose qui s'est beaucoup amélioré en sociologie au fur et à mesure qu'on intériorisait cette méthode d'enquête. Et donc, beaucoup de choses se sont améliorées, notamment sur la description de ce qui se passe. Donc, à l'exception des histoires sexuelles, d'écrire en fait les relations. Pendant très longtemps, quand on a, et y compris André Michel, quand on produisait des ouvrages, des comptes rendus d'enquête sociologique, quand on lit des comptes rendus d'enquête sociologique des années 80 par exemple, c'est assez fascinant parce qu'on ne voit pas l'enquêteur. Il n'y a pas de matériaux, quasiment, c'est très rare. C'est un récit c'est une analyse sur un matériau qui est invisible. Ça, c'est plus du tout comme ça. Les normes ont complètement changé, nos normes d'écriture, etc. Elles ont beaucoup à voir, en fait, avec le développement de la réflexivité méthodologique et en dehors de la théorie féministe. Hein, ça s'est fait en dehors de tout ça. Mais par contre, ce qui est très important dans tous ces courants très réflexifs, etc., c'est que en fait, on est un corps, on a un corps, il y a des enjeux corporels sur le terrain. Et après, on devient, et donc y compris, c'est fascinant, par exemple, quand on fait une lecture critique de travaux de femmes, donc je l'ai un peu fait dans certains papiers, de femmes anthropologues qui sont une enquêtrice et un anthropologue, et qui deviennent un anthropologue. Au moment où elles écrivent, où elles analysent, etc., elles passent au masculin neutre. Elles ne deviennent pas des hommes. Hein, donc aucune dimension de mobilité, de sexe pour ces femmes-là. C'est pas ça l'enjeu, elles sont pas trans, c'est pas ça. C'est elles n'ont plus de sexe. Et donc elles deviennent des hommes, enfin elles ne deviennent pas des hommes, elles deviennent neutres. Et donc, elle se conjugue au masculin. Et c'est assez fascinant de voir. Et c'était une injonction. Hein, c'était pas juste un choix. Ou je ne sais pas si c'était conscient, pas conscient. Mais en tout cas, c'était normal. Et donc, un des apports des féministes, puis des chercheuses féministes, ça a été au contraire de se dire, donc comme je vous le disais un peu rapidement en introduction, qu'on pense toujours à partir de soi et que
on peut que l'expérience personnelle, l'expérience qu'on a vécue soi-même peut constituer un point de départ pour la recherche. L'idée, c'est d'admettre en fait que c'est le cas et de ne pas forcément voir ça comme un problème à partir du moment où on le voit. Le problème, c'est de ne pas le voir, c'est de dénier, c'est de refuser en fait cet enracinement dans le biographique des raisons pour lesquelles on travaille sur tel sujet et avec telle grille de lecture. Pourquoi tel concept, ça nous fait des étoiles dans les yeux et que d'un coup, ça nous permet de tout comprendre, et tel autre, ça nous parle pas du tout. Et que, bien sûr, il y a des raisons de formation, il y a des raisons proprement intellectuelles qui font ça, mais il y a aussi des raisons biographiques. Il y a des livres qu'on lit, quand on les lit, d'un coup, tout devient lumineux, et d'autres, on se dit, ça parle une langue étrangère de bout en bout, et ça ne nous dit rien. Et en fait, ce que montrent les travaux féministes sur la réflexivité méthodologique, c'est qu'en général, c'est souvent d'abord en raison des contraintes sociales qui pèsent sur notre propre vie et sur notre propre corps qu'on formule nos problématiques, qu'on imagine des enquêtes. Et donc, ce faisant, on cherche à répondre à un problème, à une question qui est un problème pour soi. Alors, c'est pas forcément transparent, c'est pas forcément visible dans les sujets de recherche comme ça. Ça peut être très loin derrière ou au fond, voilà. Mais en général, on a tendance à très très bien voir certains problèmes dans les mondes sociaux sur lesquels on enquête parce que c'est des problèmes pour nous. Et qu'il y a plein de choses, on voit rien du tout. Alors ça, par exemple, c'est très intéressant quand on voit des gens, et surtout quand on forme des gens à l'enquête de manière collective. Et qu'ensuite, on fait des débriefs sur donc des gens qui sont exactement plongés, qui sont au même stade de la carrière et de la formation, qui enquêtent sur un sujet, etc., qui vont dans le même endroit et faire des récits séparés de ces gens qui étaient au même endroit, dans le même lieu, pour la même raison, comprendre telle situation, faire des récits complètement différents. Parce qu'ils n'ont pas vu les mêmes choses, parce que tel truc que l'une des personnes a pu voir, que ça l'a frappé, pour elle c'est ça le sujet, pour d'autres c'est vraiment pas ça le sujet, c'est complètement à côté de la plaque, en fait il s'est passé autre chose. Et c'est pas pour dire que tout est subjectif, non, le réel existe, hein. Il y a une objectivité du réel. Par contre, le réel ne se donne pas comme ça dans sa totalité de manière immédiate. Et donc, on a des médiations pour comprendre ce qui se passe. Et ces médiations, elles sont en partie liées à notre expérience, et en particulier quand on veut comprendre les rapports sociaux, les effets d'inégalité, de violence. Et bien, quand soi-même, on échappe à certains phénomènes de violence, à certaines inégalités, quand soi-même, on échappe à certains rapports sociaux, eh bien, on ne les voit pas, ou on les voit moins, ou on juge que ce n'est pas très important. Et à l'inverse, quand on est soumis à ces rapports sociaux, à ces effets d'inégalité, de violence, on peut être complètement omnibulé par la façon dont ils se manifestent dans le monde que l'on observe. Et en soi, ce que dit la recherche féministe, c'est que c'est pas forcément grave. Ce qui est problématique, c'est de dénier ça et de faire comme si, une fois qu'on sortait du terrain, avec une bonne grille théorique et des bonnes lectures, on allait s'en sortir pour éviter les biais. Donc l'idée, par exemple, de biais n'a aucun sens du point de vue de l'épistémologie féministe. Il n'y a pas des biais, il ne s'agit pas de neutraliser des biais, on ne peut rien neutraliser. Il s'agit d'être réflexif, par contre, et de ne pas trop se faire confiance. Et de se dire dans les deux sens, c'est-à-dire notre expérience des rapports sociaux nous permet d'être très aigus sur tel sujet, ou telle façon de regarder, d'avoir telle attention à tel point, mais par contre, sur plein d'autres trucs, on est complètement à côté de la plaque spontanément. En tout cas, ça ne va pas de soi parce que on n'a pas un rapport biographique fort à l'expérience de la domination qu'on essaie de décrire. Donc, la théorie féministe engage à reconnaître l'existence d'un privilège épistémique, c'est comme ça qu'on dit, à qui fait l'expérience d'une position minorisée. Et cette idée-là, qui a par exemple été beaucoup décrite par la philosophe Sandra Harding, elle n'est pas la seule, Bell Hooks en a beaucoup parlé, mince. Bon, je vous dirai après, si vous voulez, les références des épistémologies du point de vue situé là-dessus qui sont très importantes. L'idée, globalement, hein, je vous la fais courte comme pour les scripts sexuels, je vais être rapide, c'est une expérience historique. Tant que les femmes n'étaient pas des sujets de connaissance, d'abord, les femmes n'étaient pas des objets de connaissance non plus, à partir du moment où elles sont rentrées dans l'université, dans les lieux du savoir, elles ont commencé à travailler sur des femmes, bizarrement. C'est ce qu'a fait André Michel, par exemple. Mais par exemple, c'est ce que a fait
bizarrement Michel Crozier dans les années 70, à la même époque, qui lui, par exemple, c'est un sociologue français, c'est quelqu'un qui a écrit des choses importantes. Mais par contre, il a fait tout un bouquin sur les employés de bureau, qui étaient en fait des secrétaires. Et pendant tout l'ouvrage, dans lequel on ne voit pas le matériau, c'était la norme de l'époque, il parle des employés de bureau au masculin, alors qu'il n'avait que des femmes dans le groupe professionnel. Et ça, c'est fascinant, par exemple. Donc, quand des femmes, mais des femmes féministes, parce qu'elles n'ont pas toutes vu, il ne suffit pas d'être une femme pour voir, la théorie féministe, elle essentialise pas non plus les positions. On peut voir en n'ayant pas les bons yeux. Il faut former un peu les yeux. C'est pas quelque chose qui est inné, évidemment. Mais à partir du moment où on a un rapport critique, en fait, à ce qui est vu, à ce qui n'est pas vu, à ce qui n'est pas dit, ce qui se passe quand même, c'est que des populations dont on considérait juste là qu'elles étaient secondaires ou qu'elles ne comptaient pas pour l'analyse, ou des problèmes, des rapports de domination qui étaient considérés comme secondaires ou n'existant pas parce qu'en fait, les sujets de connaissance y échappaient eux-mêmes. À partir du moment où des femmes féministes sont entrées dans les lieux de savoir, à ce moment-là, quelque chose a changé. Alors, ce n'est pas les seules qui font changer des choses, mais bon, en l'occurrence, voilà, moi, c'est de ça que je parle. Et donc, elles ont développé un regard critique sur les sciences normales, avec un accent circonflexe, c'est-à-dire l'idée d'interroger, en fait, le fait que pendant des décennies, des siècles, les sciences, les scientifiques avaient produit du savoir depuis des positions masculines qui s'ignoraient, qui ne se disaient pas, pour décrire un monde composé d'hommes qui n'était pas dit comme étant composé d'hommes, mais seulement d'humains. Et cette expérience-là, qui est une expérience collective, est restée en fait dans la théorie, dans ce qu'appelle John Scott l'histoire de la différence, qui a permis de briser le silence, c'est-à-dire de revenir en fait sur les silences de l'histoire, les oublis, etc. Et comme le dit encore Colette Guillaumin à propos des effets théoriques de la colère des opprimés, un très beau texte qu'on trouve très facilement en ligne partout, qui dit « Après, il n'est plus jamais question de poser les problèmes de la même façon qu'antérieurement. Une fois que c'est dit, une fois que c'est montré, une fois qu'on a démontré que le genre, ça existait et que c'était un rapport social et que ça produisait des choses dans la société, c'est plus compliqué de dire que ça n'existe pas. » Bon, quand même, il y a des gens qui bossent pour le dire, mais c'est quand même plus compliqué. Une fois que c'est dit, et puis une fois que c'est dit, il y a des gens qui construisent des séminaires, qui font des formations, qui lisent des livres, qui écrivent des livres, etc. Donc moi, pour essayer de faire dans un papier là-dessus sur les liens, ce qui nous lie à nos objets, j'ai essayé en partant de mes propres expériences de terrain, j'ai raconté par exemple, donc ça peut paraître anecdotique, mais c'était assez important pour mon enquête et ma compréhension de certaines choses sur mon terrain. Je suis passée complètement à côté d'une interprétation donc, de mes deux premiers terrains. Donc voilà, le premier c'était dans des cités d'habitat social, comme on vous l'a dit, mais c'était il y a longtemps, des cités d'habitat social au début des années 2000, ensuite en milieu rural et puis à la fin dans la bourgeoisie parisienne. Et donc j'ai fait tout mon terrain, donc j'ai fait ces trois terrains-là et le foot arrivait très souvent en fait quand je parlais avec des garçons, ils parlaient de foot. Et alors donc moi ce que j'ai fait en fait, c'était ça que je voulais dire avant d'arriver au foot, c'est que l'idée des choses sérieuses, c'est de revenir. En fait j'ai fait ce qu'on appelle une réanalyse de mes matériaux précédents, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire une comparaison entre les trois matériaux, mais c'est aussi de relire les matériaux précédents à la lumière des suivants. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, j'ai plus vu exactement la même chose que ce que j'avais vu pour ma thèse sur mon premier terrain. Parce que depuis, j'ai lu quelques livres supplémentaires, parce que le monde a un peu changé et que ça a un effet en fait, sur la façon dont on comprend les choses. Et donc, une des choses sur lesquelles je suis revenue, grâce à des garçons gays que j'ai rencontrés sur mon troisième terrain, c'est que le foot, c'était un truc de garçons hétéros, mais que c'était un truc important. Et donc, j'ai regardé, réécouté mes entretiens, et il y avait du foot partout, et à chaque fois, je changeais de sujet. Donc c'est parce que moi en fait le foot, parce que c'est très, j'ai un rapport très genré et très conventionnel au foot, ça ne m'intéresse pas. Il y a des femmes que ça intéresse, il y a des hommes hétérosexuels que ça n'intéresse pas, mais les hommes hétérosexuels, en tout cas les garçons, parce qu'à l'âge adulte ça peut un peu bouger, mais les garçons que ça n'intéresse pas, en fait ils s'inventent des façons d'avoir l'air intéressés, au moins pour être acceptés des autres et avoir un truc à dire dans les conversations, vu qu'il en est toujours question à un moment ou à un autre. Alors parfois on me dit non, moi certains garçons, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit oui, alors le foot, ah non, moi le foot, et puis en fait, ils parlaient d'un autre sport collectif, bon, j'ai dit oui, d'accord,
c'est quand même pas si loin. Ah non, moi je parle pas beaucoup de foot, par contre je parle de hand, ouais d'accord. Et pardon, je fais des anecdotes, mais ce qui était rigolo, c'est que je savais bien que le foot c'était un truc important, notamment pour les garçons de classe populaire, parce que dans la sociologie française, c'est plutôt comme ça que c'est appréhendé, comme un marqueur de classe plus qu'autre chose. Et donc j'avais lu mes collègues, Nicolas Renaï, qui est quelqu'un qui en 2005 a publié un livre sur les gars du coin, ça s'appelle, donc les jeunes en milieu ruraux. Alors les jeunes, c'est-à-dire les garçons, hein, ça c'est un autre impensé. Voilà. Et donc il y a tout un chapitre sur le foot, c'est hyper intéressant et tout, mais ça va de soi en fait que ces hommes et ces garçons regardent du foot, puis ça crée du lien entre eux, tout ça. Mais quel lien? On ne sait pas bien. Enfin, si, on sait, il dit plein de trucs sur les sociabilités, mais jamais c'est parce que c'est des hommes en fait. Et Benoît Coquart, plus récemment, en 2018, pareil, les jeunes en milieu rural, alors, pareil, le foot, hyper présent dans les sociabilités. Et puis donc là. Bon, mais moi je sais tout ça, puis je sais bien que le foot c'est important. Et en fait, des garçons sur mon 3e terrain, donc qui sont pas sociologues, mais par contre, qui ont du fait de leur expérience un regard critique sur leur groupe de sexe, parce que c'est le groupe dont ils se font régulièrement exclure, dans lesquels ils sont stigmatisés. Eux, ils savent que les garçons hétéros, ils regardent tous le foot, ou ils font semblant de le regarder, ou ils ont un avis sur la question, ou en tout cas, ils vont tenir le sujet il va falloir tenir la discussion, et que c'est pas qu'une affaire de classe populaire, parce que c'est la même chose, en fait, dans la bourgeoisie, et c'est même la même chose dans le pôle culturel de la bourgeoisie, c'est-à-dire celui qui valorise le musée, le cinéma, la lecture, et pas tellement le foot. Eh bien si, en fait, si. Et voilà, et ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir du moment où ces garçons m'ont dit ça, donc ils ont eu, c'est leur privilège épistémique en fait qui m'a permis de re-regarder tout le reste et de voir à quel point c'était un ciment du groupe des garçons hétérosexuels, que c'était un indicateur aussi de qui était un vrai mec et qui n'en était pas un, puisque c'est quelque chose de très fondateur dans leur expérience de la fin de l'adolescence, de qui est un vrai mec et va donc devenir un grand et sortir de l'enfance et surtout ne pas être un PD. Donc, c'est la première fois que je le dis depuis 46 minutes, c'est un record. D'habitude, je dis le mot plus vite. Pute aussi, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, à partir du moment où j'ai re-regardé en pensant que au foot, tout mon matériau accumulé, je me suis rendu compte que non seulement c'était un truc dont parlaient les garçons, mais en fait que les filles en parlaient tout le temps aussi. Et que le foot, c'était le rival de la relation amoureuse. Parce que le rival de la relation amoureuse, c'est le pote. Et que le vrai lien qui compte, c'est le lien entre copains et pas le lien avec la fille. Donc l'amour, c'est au centre pour l'expérience des filles. C'est ce qui est très très important. Elles ne pensent qu'à ça, bien sûr, surtout pas au sexe. Ça, c'est la norme qui dit ça, en vrai, si. Et les garçons, l'amour, c'est très important pour pas passer pour un PD, pour avoir la bonne performance de genre, voilà. Mais c'est pas trop important. Parce que ce qui est vraiment important, c'est la relation avec les autres garçons. Mais sans sexe, bien sûr, c'est une relation totalement désexualisée. Voilà, et donc tout ça pour dire, l'idée c'est de montrer à quel point à la fois mes collègues, qui sont des hommes hétérosexuels, décrivent le foot comme si de rien n'était, et de la même façon, d'une certaine façon, moi-même, femme cis, je suis passée complètement à côté du foot. Et donc il y a bien, voilà, ça c'est juste c'est pas une anecdote en vrai, c'est assez important, mais ça montre, parce qu'il faut faire l'administration de la preuve que nos savoirs du monde social, du fait de notre expérience sociale, a un effet sur notre analyse. C'est très compliqué de convaincre les collègues de ça, parce que tout le travail scientifique et tout notre ethos professionnel est construit sur le fait qu'on est capable de mettre ça à distance et de sortir de notre corps, et donc de sortir de nos expériences corporelles et de nos savoirs biographiques. Ce qui paraît complètement dingue pour des gens qui sont à l'extérieur de notre monde, parce que ça, c'est assez évident en fait comme idée qu'on pense avec qui on est, à quoi on ressemble, etc. C'est quelque chose qui est très compliqué à accepter en interne, parce que de fait, on met en place quand même plein de choses, plein d'opérations intellectuelles pour ne pas juste dire des trucs qu'on pense sans y réfléchir, sans les mettre en perspective. Mais en fait, se dire que dans ce travail de mise en perspective et de réflexivité, il faut aussi mettre ça dedans, que si ça on ne le met pas et que juste on le met du côté du déni, ça a des effets d'ignorance et ça produit en fait des impensés, ça produit des problèmes. Ça n'est pas simple. Et la raison particulière pour laquelle ça n'est pas simple, ça sera le dernier point. J'ai perdu mon chrono. Ça va ?
Oui, parce que j'ai pas donné des méthodes pour sortir. Oui, je vais revenir au troisième point, mais je veux juste dire un dernier petit truc, parce que je trouve que c'est une bonne méthode. Donc l'idée de réfléchir, en fait, de se dire que c'est intéressant de penser comme ça et de remettre ces questions-là comme des questions importantes dans la façon dont on réfléchit à ce qu'on fait, à ce qu'on ne voit pas, à ce qu'on n'a pas pensé, etc. Moi, je trouve que la comparaison ethnographique, pour ce qui est des gens qui font de l'ethnographie, c'est une façon, en fait, de se décentrer, et ça oblige à un accroissement de réflexivité, mais aussi ça crée de fait un décentrement, puisqu'on traverse des mondes sociaux sur un même sujet, des mondes sociaux très différents, dans lesquels c'est pas juste qu'ils sont différents, puis on voit bien que les jeunes de la bourgeoisie parisienne, ils ont plus d'argent que les jeunes des classes populaires périurbaines, donc ça, ok, mais que ça a des effets concrets. Donc déjà, on voit un peu plus concrètement ce que ça veut dire, hein, parce que c'est une chose de le savoir, on le sait tous en théorie. C'est une autre chose de voir et de suivre des gens pendant 3-4 ans à chaque fois et de voir ce que ça veut dire, en fait, concrètement dans leur vie, qu'est-ce que ça a comme effet sur leur vie amoureuse, sur la sexualité et sur leur avenir. Mais c'est aussi le fait de faire ce travail-là et de se décentrer à chaque fois, c'est que soi-même, on occupe une position différente dans les relations avec ces gens-là. Puisque, évidemment, on n'est pas seulement sur le trottoir à les regarder ou par le trou d'une serrure, on est dans la relation, la façon dont on construit le matériau et la compréhension, ce qu'on appelle le matériau. Sympa. Et la compréhension qu'on en a, c'est dans une relation sociale dans laquelle nous-mêmes, en fait, on occupe une place différente à partir du moment où on change de lieu. Mais il y a d'autres façons de faire, et je retiens notamment, et je vous le communique avant de passer vraiment à mon troisième point, un texte d'une juriste, mais qui a un passage très intéressant, qui, elle, utilise l'intersectionnalité, l'approche intersectionnelle à des fins méthodologiques, ce qui est une extension, en fait, une extension ou une complexification de la théorie féministe, mais en tout cas qui dit qu'il faut poser l'autre question. C'est-à-dire qu'elle se dit que spontanément, quand on observe une situation sociale, on la regarde d'une certaine façon, parce qu'on a une certaine expérience, parce que du fait du corps qu'on a, de la position, voilà, on peut être à tel endroit plutôt qu'à tel autre, donc on voit telle situation plutôt que telle autre. On a tendance à la comprendre et à y percevoir des choses en raison de ce qu'on a lu, de ce qu'on cherche à comprendre, et puis de sa propre expérience, et qu'on doit en permanence se demander qu'est-ce qu'on ne voit pas spontanément. Et donc elle, ce qu'elle dit, donc elle utilise de manière un peu mécanique les rapports sociaux, mais ça marche pas mal. Je vous le conseille. Elle dit « Quand je vois du racisme, je me demande qu'est-ce qui relève du sexisme dans cette situation. Quand je vois du sexisme, je me demande qu'est-ce qui relève de l'hétéronormativité. Quand je vois de l'homophobie, qu'est-ce qui relève de la classe ?» Et l'idée, c'est de voir, en fait, elle dit aussi, donc je vous ai dit comment elle s'appelle, Mari Matsuda. Non, Mari Matsuda, donc M-A-T-U-T-S-U-D-A. Elle dit placer la coalition, donc c'est-à-dire le fait de voir ensemble les différents rapports sociaux, donc dans une perspective intersectionnelle, au principe de notre travail, nous oblige à voir aussi les rapports de domination qui ne nous sautent pas aux yeux. Cela nous aide à prendre conscience du fait qu'aucune forme de subordination ne fonctionne jamais seule. Donc elle le fait dans l'idée que voilà, il faut toujours penser les rapports sociaux en articulation les uns avec les autres, mais ça oblige aussi à penser à tous les rapports sociaux auxquels on échappe soi-même. Donc moi, par exemple, le rapport de race. Là, j'ai parlé du foot, mais j'aurais pu aussi évidemment parler de ça, la façon dont en particulier les dominations auxquelles on échappe sont des dominations qu'on tend à minorer une fois qu'on est sur le terrain et qu'on essaie de décrire les choses. Et donc cette stratégie, en fait, c'est utiliser une stratégie purement intellectuelle pour se dire là je vois ça, ce qui me saute aux yeux, ne pas se faire confiance quand même un peu, hein, parce que sinon on n'arrive à rien, mais se dire voilà, là c'est ça qui est en train de se passer, mais est-ce qu'il n'y aurait pas de ça, est-ce qu'il n'y aurait pas de ça, est-ce qu'il n'y aurait pas de ça, puisque ça sert à ça, ces fameux rapports sociaux qui sont libellés. Ça permet en fait de passer, ça sert de garde-fou d'une certaine façon pour se poser les questions, l'autre question, c'est-à-dire celle qu'on ne se pose pas spontanément et qui a à voir avec notre propre expérience en partie, hein, pas seulement, mais quand même. La plus grosse ornière peut être l'ornière de l'expérience biographique. Donc je finis avec mon dernier point qui sera beaucoup plus rapide.
et qui concerne donc, une fois qu'on a fait l'enquête, une fois qu'on a choisi des concepts pour essayer de comprendre quelque chose au chaos qui se trouve dans le matériau qu'on a récolté, puisqu'il y a toujours, voilà, le monde social, c'est quand même le bazar, quoi. Donc on met de l'ordre, on réfléchit, on a des concepts, etc. Et puis après, se pose la question de ce qui reste ou non dans nos écrits et nos communications orales sur tout ça. Qu'est-ce qu'on garde ? Alors d'abord, on garde ce qu'on a vu, ce qu'on a connu, ce qu'on a reconnu. Tandis que évidemment, tout ce qu'on a ignoré tombe dans le silence. Bon, mais ça, c'est en partie inaccessible. C'est inaccessible, mais la réflexivité collective sert justement à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la salle qui dise « Oui, mais quand même, quand vous dites ça, mais moi, il me semble que... et moi, dans mes enquêtes, j'ai vu que... » Bon, la réflexivité, ça se fait à plusieurs. On garde aussi ce qu'on est capable d'écrire. Or, écrire sur le corps, c'est pas facile. Figer d'autres que soi dans des catégories corporelles dont on n'est pas sûr qu'elles leur conviennent, c'est un problème. Et enfin, on le reconnaît sur les questions de sexe-genre, que en fait, dire les hommes, les femmes, bah, c'est pas forcément anodin, c'est pas forcément sans avoir des effets de violence, c'est pas forcément juste, on peut se tromper, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Or, on le fait en permanence. Et pour plein de gens, dire homme-femme, c'est pas un problème. Blanc-noir, c'est plus compliqué. Là, c'est une autre. Or, ne pas le dire, c'est un problème aussi. Donc voilà, décrire les corps en fait. C'est pas simple. C'est pas simple parce que la description des corps, d'abord il y a beaucoup de connotations. Comment est-ce qu'on décrit cliniquement un corps sans que dans l'adjectif qu'on va utiliser, il y ait un jugement de valeur, comment on fait ça? Et puis ensuite, comment on fait pour que, surtout par exemple quand on travaille centralement sur le genre, ben, on se dit que ce qui nous intéresse, c'est pas les hommes font comme ci et les femmes font comme ça, c'est qu'est-ce qui produit en fait les gens en tant que femmes, en tant qu'hommes, qu'est-ce qui est mis en tension, et donc à partir de ce moment-là, comment on fait pour utiliser les catégories du sens commun pour dire ce qu'on a à dire? Et en même temps, si on n'utilise pas ces catégories-là, comment est-ce qu'on rend intelligible le monde si on devient complètement jargonneux et complètement incompréhensible? Donc c'est très difficile. L'écriture elle-même sur le corps et tout ce qui a à voir avec les marques du corps sont particulièrement difficile, ça peut être obscène, ça peut nous poser des problèmes, ça peut poser des problèmes aux gens qui nous lisent, voilà. Et puis enfin, on garde à l'oral, à l'écrit, ce qu'on a intérêt à garder et éventuellement ce qui ne nous met pas trop en danger. Parce qu'évidemment, on n'écrit pas juste comme ça pour la science, pour la beauté de la science, et on ne se dit pas tout. On ne se dit pas tout parce qu'on parle sous le regard d'autres gens. On écrit à d'autres gens qui vont nous lire et qui éventuellement vont nous juger, bon ça c'est sûr, hein, quelle que soit la position qu'on occupe. Qui vont se dire mais quand même c'est bizarre de dire ça, mais là elle a dit telle phrase, mais vraiment c'est un scandale. Bon, donc ça c'est normal, enfin voilà, on s'expose quand on écrit, quand on analyse, et selon le corps qu'on a, ben, le danger est plus ou moins grand en fait, d'être mis en question sur sa légitimité, et donc les jugements qui naissent dans l'espace académique, donc qui pèsent évidemment au moment de la communication de la recherche, mais en réalité qui sont anticipés dès son début. Et alors plus on avance dans la carrière et plus on l'anticipe parce qu'on commence à avoir des passifs, on a une expérience de l'arène académique, donc on sait ce qui va poser problème, et donc on l'anticipe, y compris dans la façon dont on formule ses questions de recherche, ses objets, on y pense quand on fait son terrain, on se dit voilà, mais si je vois ça, comment est-ce que je vais en parler, etc. Donc ça a plein d'effets, hein. Ce qui se passe dans l'arène académique n'est pas juste au moment du colloque, au moment de la publication d'un texte, c'est de toute façon, ça pèse sur toute la recherche. Et les jugements, évidemment, qui sont formulés à l'encontre de tel papier, de telle prise de parole, sont évidemment fondés sur des questions scientifiques, sur des questions théoriques, mais aussi sur des jugements faits sur qui parle, qui dit quoi en fonction de son statut d'emploi, mais aussi en fonction de son sexe-genre, en fonction de la couleur de sa peau, en fonction de son lieu de formation, en fonction de son accent, en fonction de plein de choses qui ont à voir avec le corps. Et ça,
c'est parce que le monde académique est un monde social comme un autre et qu'il est donc traversé, comme tous les mondes sociaux, par des rapports sociaux. Or, l'espace académique demeure dominé par la norme de ce que Donna Haraway, donc une historienne des sciences états-unienne, parle la norme du témoin modeste, qui est une norme donc elle a beaucoup travaillé sur les sciences naturelles, mais qui s'applique en fait cette norme-là alors de façon diverse, mais qui s'applique dans tous les domaines scientifiques, c'est-à-dire le témoin modeste. C'est la fiction selon laquelle le chercheur pourrait sortir de son corps au moment de l'analyse, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, se faire transparent. Donc c'était particulièrement visible, je vous le disais, dans la sociologie des années 80, où on ne voyait pas, c'était écrit de manière impersonnelle, au nous, le jeu n'était pas possible, le jeu JE, et il n'y avait pas de description en fait de l'enquête. Et la réflexivité méthodologique, donc tous les courants qui ont mis l'accent sur la nécessité de décrire ce qu'on fait, sur le fait qu'on est soi-même coproducteur du matériau, qu'on n'est pas juste un dictaphone en fait. On est ce qu'on saisit du monde social, on le saisit dans une relation avec lui, enfin avec les gens qui l'habitent. Cet effacement donc complet de l'enquêteur ou de l'enquêtrice n'est pas complètement a été remis en cause, mais comme je vous le disais, le fait que tout ce qui a à voir avec le travail théorique, lui par contre demeure dans cette idée du témoin modeste, fait que à partir du moment où on porte son terrain sur la figure, là c'est suspect. Parce qu'en fait, toute cette fiction du témoin modeste, elle se fonde sur le fait qu'on puisse mettre à distance son terrain. Et donc, y compris corporellement, on ne ressemble pas à son terrain. Or, en fait, on ressemble souvent à son terrain. Mais il y a des ressemblances avec le terrain qui ne se voient pas. Et donc, toute une partie de la communauté scientifique en sciences sociales peut, en fait, cacher sa relation à son terrain. Et puis, toute une partie ne peut pas. Parce qu'elle a la même couleur, parce qu'elle a la même performance de genre, parce qu'elle a le même âge, parce que ça se voit d'une façon ou d'une autre, ou parce qu'on peut le supposer. Et donc, c'est systématiquement les gens qui ont des corps marqués. Donc là, je reprends l'expression de Colette Guillaumin, parce qu'évidemment, tous les corps portent la marque des rapports sociaux, sauf qu'il y a des positions sociales qui sont non marquées, qui sont transparentes, parce qu'elles sont les positions dominantes. Et que les corps marqués, ce sont les corps dominés, quelle que soit la façon, que ce soit par l'ordre hétérosexuel, que ça soit par la couleur, que ça soit y compris par la classe. Il y a des enjeux sur les corps, évidemment, qui se voient dans du rapport de classe. Et donc, tous les corps marqués, et donc tous les chercheurs ayant des corps marqués, sont presque invariablement renvoyés à leur spécificité, à leur fait qu'ils sont trop proches de leur terrain, qu'ils ont des biais, qu'ils sont trop près, que voilà. Et cette façon en fait de faire, qui repose donc sur cette fiction du témoin modeste, fait que tout ce qui est dit par des corps non marqués peut apparaître comme allant de soi, comme étant des résultats généraux qui doivent faire règles et principes pour l'ensemble de la communauté. Alors que les autres, les savoirs construits à partir de corps considérés comme particuliers, renvoyés à une forme d'altérité, sont plus facilement, je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, c'est surtout le cas quand ça pose problème, hein. Quand il y a de la critique, quand on n'est pas d'accord, là il y a du spécifique, c'est spécifique, ça n'est pas la bonne distance, etc. Et donc ça c'est quelque chose qui pose des problèmes dans les carrières, qui pose des problèmes notamment, tous les chercheurs assignés à la différence, quelle que soit la différence, dont les concepts sont assignés à la différence aussi, sont susceptibles d'être discrédités au nom justement de cette impossibilité de transparence, puisqu'ils ne peuvent pas être des témoins modestes en fait, ou en tout cas voilà. Et je finirai vraiment là-dessus. Quand on renvoie ça, donc pour tous les chercheuses, et par exemple les femmes qui pendant très longtemps disaient qu'elles étaient des enquêtrices mais des chercheurs, c'était pour remplir la fiction du témoin modeste, y compris contre elles-mêmes. Mais voilà, parce que c'était une norme en fait, une norme professionnelle, et c'est quelque chose qui est très fort dans le texte dont je vous parlais. Qu'a co-traduit Lou Rouquet dans la salle, qui s'appelle Viol sur le terrain. Gunilla Bierren
l'autrice du texte, explique bien qu'une des raisons pour lesquelles elle s'est retrouvée dans cette situation de viol tenait au fait qu'elle ne se pensait pas comme une femme. C'est-à-dire que l'homme qu'elle avait en face d'elle voyait très bien que c'était une femme et toutes les autres femmes autour d'elle sur son terrain. Mais comme elle était enquêtrice, qu'elle était là pour faire de la science et pour devenir un vrai anthropologue, elle avait complètement oublié en fait. Et elle avait en fait tous les radars qu'elle avait dans la vie normale étaient complètement éteints parce qu'elle était dans une position d'enquêtrice. Et ça a à voir avec ce que je disais plus tôt sur le fait que la situation d'enquête est une situation qui en fait augmente les risques, en tout cas pour certaines personnes, de violences sexuelles. Et le fait, cette fiction du témoin modeste, elle a aussi cet effet-là de renforcer en fait quelque chose, d'éteindre quelque chose qui relève du sens commun, qui relève de l'expérience biographique, mais qui, parce qu'on est en position, en situation de produire de la science, que ce soit sur le terrain ou après, doit être éteint. Parce que si cette chose-là n'est pas éteinte, cette marque en fait que l'on porte et qui peut nous mettre en danger, si cette marque n'est pas invisibilisée, n'est pas mise de côté, elle peut nous être reprochée. Et on se retrouve très souvent, et c'est quelque chose dont on fait l'expérience, et qui du coup est un piège aussi sur la réflexivité, c'est que à partir du moment où on a un corps marqué, on est particulièrement sommé d'être réflexif. Et se met alors parfois en place ce que Michel Foucault appelle une logique d'aveu. Il en parle notamment pour la sexualité, c'est qu'il faut avouer. La question, c'est pas d'être réflexif, c'est qu'il faut révéler d'où on parle, mais uniquement parce qu'on est assigné à une position de différence, de marque en fait, dans les rapports sociaux. J'arrête ici, je vous remercie beaucoup de votre attention.